Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. La Cour se réunit aujourd'hui pour entendre le premier tour des exposés oraux de la France. Je donne maintenant la parole à M. François Laprune, agent de la France. Vous avez la parole, monsieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, c'est un grand honneur pour moi de représenter une nouvelle fois mon pays devant la Cour et je tiens à exprimer à cette occasion la confiance de mon gouvernement dans la sagesse de votre haute juridiction et la justice de vos décisions. Je salue en outre la délégation de Guinée équatoriale, en particulier de manière amicale son agent, Monsieur l'ambassadeur Carmelo Nvono Nka. Et je rappelle que le différend entre la Guinée équatoriale et la France ne peut altérer les liens historiques et la qualité des relations entre nos deux pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, mon propos s'articulera en 3 temps. Je rappellerai en premier lieu l'importance que revêt la présente affaire pour le droit des relations diplomatiques. Je porterai ensuite à votre connaissance les derniers développements concernant la procédure pénale conduite en France contre M. Teodoro Nguema Obiang Mangué. J'évoquerai enfin les points qui seront successivement abordés par les plaidoiries de nos conseils. En premier lieu, je souhaiterais relever, comme l'ont fait les représentants de la Guinée équatoriale, que l'affaire qui vous est aujourd'hui soumise revêt une grande importance pour le droit des relations diplomatiques. La France accueille un nombre important de missions diplomatiques, qu'elles soient accréditées auprès des autorités françaises ou auprès d'organisations internationales installées en France. À ce titre, le ministère français des Affaires étrangères fait face à un grand nombre de demandes d'États étrangers tendant à obtenir l'octroi du statut diplomatique pour des locaux situés sur le territoire français. Il arrive, lorsque des circonstances particulières l'exigent, que cet octroi ne puisse être accepté par la France en tant qu'État accréditaire. Tel a été le cas de la demande présentée par la Guinée équatoriale pour l'immeuble du 42 avenue Foch. C'est arrivé aussi pour des demandes présentées à la France par d'autres États étrangers. Et il arrive à des États accréditaires autres que la France de refuser de telles demandes présentées par des États accréditants. Votre arrêt apportera ainsi des clarifications utiles à l'ensemble des États sur les conditions auxquelles des locaux peuvent bénéficier de privilèges et immunités en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. La Guinée équatoriale soutient que l'État accréditant peut placer des locaux sous ce régime exorbitant du droit commun sans que l'État accréditaire puisse s'y opposer. La France ne partage pas cette lecture du droit des relations diplomatiques. Elle reconnaît certes que l'État accréditant a la possibilité de désigner les locaux qu'il souhaiterait voir bénéficier de ce régime, qui est très protecteur pour ses intérêts. Elle considère toutefois que l'État accréditaire a le droit de s'opposer à l'octroi de ce régime, qui est très contraignant pour lui, lorsque les circonstances
lui paraissent justifier un tel refus. Et c'est particulièrement le cas lorsque cet octroi peut avoir pour conséquence de faire obstacle à une procédure pénale dans l'État accréditaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, la France est convaincue que les privilèges et immunités diplomatiques sont essentiels à la bonne conduite des relations internationales. Elle croit également que ce régime ne saurait être utilisé à d'autres fins que celles qui ont guidé sa mise en place. Un usage abusif ne pourrait en effet que nourrir les interrogations croissantes qui s'expriment sur le bien-fondé des privilèges et immunités diplomatiques. À ce titre, permettez-moi d'insister à nouveau sur l'importance qu'aura votre décision. Si la thèse soutenue par la Guinée équatoriale était retenue, thèse selon laquelle l'État accréditant pourrait décider, de manière unilatérale, de placer n'importe quel local sous le régime des immunités diplomatiques, la voie serait ouverte à la prolifération de statuts diplomatiques de convenance ou visant à contourner des procédures judiciaires. C'est ainsi la légitimité même des protections offertes par le statut diplomatique qui serait ébranlée aux yeux des États et aux yeux des citoyens. Or, la démarche de la Guinée équatoriale, depuis le début de la présente affaire, illustre l'existence d'un tel risque de détournement des immunités. Elle a en effet eu pour objet de réclamer un statut diplomatique pour un immeuble occupé à titre privé par le fils du chef de l'État, alors même que l'attribution de ce statut pouvait interférer avec des procédures pénales engagées en France contre cette personne. La France était ainsi fondée à ne pas consentir à l'octroi d'un statut diplomatique pour cet immeuble sans méconnaître ses obligations internationales. Ce faisant, la France, qui ne s'était jamais opposée à l'établissement de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale dans d'autres locaux que celui-ci, n'a pas traité la Guinée équatoriale de manière discriminatoire. Le principe de non-discrimination, mentionné par la Convention de Vienne, ne fait pas en effet obstacle à ce que des situations distinctes fassent l'objet d'un traitement distinct. Or, aucun État accréditant en France n'a jamais été dans une situation analogue à celle de la Guinée équatoriale, s'agissant du 42 avenue Foch. Aucun État accréditant n'a demandé, pour des locaux faisant l'objet d'une procédure pénale, l'octroi du statut diplomatique. Et aucun ne l'a évidemment obtenu. Il n'y a donc pas eu de discrimination à l'endroit de la Guinée équatoriale. En deuxième lieu, je souhaite présenter brièvement les développements récents de la procédure pénale en France, intervenus depuis les dernières audiences sur les exceptions préliminaires soulevées par la France en la présente affaire. Comme la Cour le sait, le tribunal correctionnel de Paris a rendu le 27 octobre 2017 un jugement par lequel il a déclaré M. Teodoro Nguema Obiang Mangué coupable de faits de blanchiment commis en France entre 1997 et 2011. Le tribunal a condamné l'intéressé à une peine d'emprisonnement délictuel de 3 ans, assortie d'un sursis, ainsi qu'à une amende de 30 millions d'euros, également assortie de sursis. Le tribunal a en outre ordonné la confiscation de l'ensemble des biens saisis dans le cadre de la procédure d'instruction, et notamment de l'immeuble du 42 avenue Foch. M. Teodoro Nguema Obiang Mangué et le procureur de la République ont fait appel de ce jugement.
et la Cour d'appel de Paris a tenu ses audiences en décembre 2019. Comme l'a indiqué hier Maître Chikaya, la Cour d'appel a rendu le 10 février dernier son arrêt. Elle a déclaré M. Teodoro Nguema Obiang Mangue coupable de blanchiment de détournement de fonds publics, de blanchiment d'abus de confiance et de blanchiment d'abus de biens sociaux commis en France de 1997 à octobre 2011. Il a été relaxé des faits de blanchiment de corruption, faute de charges suffisantes. En conséquence, il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et à la confiscation de l'ensemble des biens saisis, en particulier l'immeuble du 42 avenue Foch. M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, par l'intermédiaire de ses conseils, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 14 février dernier. Ce pourvoi suspend l'exécution des peines prononcées à son encontre, y compris de la confiscation de l'hôtel particulier du 42 avenue Foch. J'ajouterai 3 remarques à propos de cette procédure pénale. Tout d'abord, les 2 parties faisant référence à l'arrêt de la Cour d'appel au cours des présentes audiences, la France tient le texte de cet arrêt à la disposition de la Cour si celle-ci l'estime opportun. Ensuite, s'agissant de la procédure de pourvoi en cassation, celle-ci pourrait, comme l'a relevé hier Maître Chikaya, durer plus d'1 an. L'arrêt de la Cour de cassation pourrait soit rejeter le pourvoi en confirmant l'arrêt de la Cour d'appel, soit casser cet arrêt et renvoyer l'affaire à une autre Cour d'appel, prolongeant ainsi la procédure. Enfin, dans leur plaidoirie, les représentants de la Guinée équatoriale ont cru bon de formuler des appréciations dépréciatives tant à l'égard du ministère français des Affaires étrangères qu'à l'égard des autorités judiciaires françaises. Les conseils de la France rectifieront les erreurs commises par l'autre partie sur ce sujet. Permettez-moi de rappeler simplement à ce stade que le respect de l'indépendance de la justice, qui est un principe inscrit dans la Constitution française, n'empêche évidemment pas les autorités judiciaires françaises d'interroger les services du ministère des Affaires étrangères, notamment le service du protocole, sur la situation de personnes ou de locaux au regard des immunités. C'est dans ce cadre que s'est inscrite la demande d'information formulée le 10 octobre 2011 par les juges d'instruction relative au statut du 42 avenue Foch. S'agissant par ailleurs des procureurs, qui représentent l'intérêt général devant les juridictions pénales, il convient de rappeler que le droit français leur garantit indépendance et impartialité dans la prise de décision, qu'il s'agisse de la mise en œuvre de l'opportunité des poursuites ou de la liberté de parole à l'audience. Par une loi en date du 25 juillet 2013, il a en effet été mis un terme à la possibilité pour le ministre de la Justice d'adresser au procureur des instructions de poursuites dans des affaires individuelles. Il a également été ajouté à l'article 31 du Code de procédure pénale un devoir d'impartialité pour les procureurs dans l'exercice de l'action publique. En troisième lieu, je souhaite vous présenter les thèmes qui seront traités successivement par nos conseils. Monsieur le Président, le professeur Forteau rappellera que, conformément à l'arrêt sur les exceptions préliminaires rendu par la Cour en 2018, le différend en la présente affaire concerne exclusivement le statut de l'immeuble du 42 avenue Foch en tant que local diplomatique et le traitement que la France aurait dû lui accorder, selon la Guinée équatoriale, sur le fondement de l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Il reviendra en outre brièvement sur les faits pertinents à l'origine de cette affaire.
Le professeur Bodo Livinek montrera que, en l'état du droit international, et à plus forte raison au regard des circonstances tout à fait exceptionnelles de la présente affaire, la Guinée équatoriale ne pouvait imposer unilatéralement à la France la désignation d'un immeuble comme relevant de sa mission diplomatique. Madame Marilyn Grange démontrera par la suite que la France n'a en aucun cas méconnu ses obligations au titre de l'article 22 de la Convention de Vienne de 1961. Le professeur Pelé expliquera pourquoi l'invocation de cette convention par la Guinée équatoriale à l'égard de l'immeuble du 42 avenue Foch est constitutive d'un abus de droit. Enfin, le professeur Asensio exposera les raisons pour lesquelles l'ensemble des demandes de la Guinée équatoriale relatives à la responsabilité de la France doivent être rejetées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie de votre attention et je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir appeler à la barre le professeur Forteau. Je remercie M. Alabrun pour son exposé et je donne à présent la parole au professeur Mathias Forteau. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c'est bien entendu un très grand honneur que d'apparaître devant vous pour défendre mon pays dans la présente affaire. Ma tâche ce matin est double. Elle consiste à éclairer la Cour sur l'objet du différend d'abord, sur les faits pertinents ensuite. À vrai dire, à ce stade de l'instance, il ne subsiste plus guère de doute quant au premier ni quant au second. L'objet du différend a été précisément délimité dans votre arrêt sur les exceptions préliminaires du 6 juin 2018. Quant aux faits pertinents, ils ont été clairement établis par la partie française au fil de la procédure. Dans ces circonstances, il est regrettable que la Guinée équatoriale ait tenté encore hier de semer la confusion sur ces deux points. Pour ce qui concerne l'objet du présent différend, et donc le champ de votre compétence, la Guinée équatoriale a affirmé dans sa réplique et a redit hier qu'il n'existerait pratiquement aucune différence de vue entre les parties sur ce point. Il pourrait de fait difficilement en aller autrement, dès lors que votre arrêt sur les exceptions préliminaires a rigoureusement défini les limites de la compétence de la Cour en la présente affaire. 4 éléments cardinaux ressortent de votre arrêt du 6 juin 2018 et il importe de les rappeler. Premièrement, le différend pour lequel vous avez compétence ne porte que sur l'interprétation et l'application de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. La Guinée équatoriale en convient sur le principe en tout cas, et il s'en déduit que votre Cour n'a donc pas compétence à l'égard de règles ou instruments autres que cette Convention. Deuxièmement, le différend au titre de la Convention de 1961 porte uniquement sur les allégations de violation de l'article 22 de cette Convention. Troisièmement, le différend porte sur le statut de l'immeuble du 42 avenue Foch uniquement en tant que locaux de la mission diplomatique, à l'exclusion de toute question relative à son statut en tant que bien qui appartiendrait à l'État équato-guinéen. Comme votre Cour l'a indiqué, notamment au paragraphe 137 de l'arrêt sur la compétence, le différend porte sur l'inviolabilité et l'immunité des locaux en question en tant que conséquence juridique de leur statut diplomatique et pas de leur propriété, ce que confirme le point 4 du dispositif de l'arrêt. Quatrièmement, comme l'arrêt de 2018 l'indique également, le différend a un double aspect. Il porte d'abord sur l'applicabilité à l'immeuble du 42 avenue Foch de la protection prévue
par l'article 22 de la Convention, puis, au cas où cet article s'appliquerait en l'espèce, ce que la France ne considère pas être le cas, sur la question de savoir si l'article 22 a été respecté par la France. J'ajouterai par ailleurs que dans sa réplique, la Guinée équatoriale a limité le champ temporel de ses réclamations en abandonnant certaines qui, de fait, n'étaient pas compatibles avec ses propres allégations. Désormais, sa demande ne concerne plus que les faits postérieurs au 4 octobre 2011. Au vu des termes clairs de votre arrêt sur la compétence, il est particulièrement surprenant que dans sa réplique, et encore hier, l'État demandeur ait tenté de s'affranchir des limites pourtant nettement tracées par celui-ci. La partie demanderesse s'y emploie à 3 égards. Tout d'abord, la Guinée équatoriale a invoqué dans sa réplique la prétendue généralité du dispositif de l'arrêt de 2018 pour contester le fait que cet arrêt limite l'objet du différend au seul article 22 de la Convention. Elle y a indiqué dans le même sens que le différend porterait selon elle, en particulier, et donc pas exclusivement, sur cette disposition, renouant ainsi avec sa fâcheuse tendance à élargir le champ du différend au-delà de ce que la Cour a établi dans son arrêt de 2018. La France persiste et signe. Votre arrêt de 2018 a limité l'objet du différend au seul article 22 de la Convention, comme cela ressort expressément des paragraphes 57, 70, 120, 131 et 133 de votre arrêt. Certes, la Cour a également visé l'article 1er de la Convention, mais uniquement parce que celui-ci conditionne le champ d'application de l'article 22 et en est donc, de ce point de vue, indissociable. Ensuite, la Guinée équatoriale tente ici ou là dans sa réplique d'invoquer des normes qui ne relèvent pas de la Convention et donc de la compétence de la Cour. C'est le cas lorsqu'elle invoque la violation, je cite, de tous les principes qui régissent les relations entre États souverains et égaux. Telles allégations, dont la France conteste le bien fondé sur le fond, ne correspondent pas à l'objet du différend tel que circonscrit par la Cour dans son arrêt sur les exceptions préliminaires et échappent donc de nouveau à sa compétence. Enfin, la Guinée équatoriale a de nouveau tenté hier de réintroduire devant vous les questions liées à la propriété de l'immeuble et à l'immunité des biens de l'État, ce qui appelle 3 remarques. D'une part, la Guinée équatoriale n'a eu de cesse hier de se présenter comme étant le propriétaire de l'immeuble du 42 avenue Foch. Or, comme la France a eu l'occasion de le montrer à de nombreuses reprises, la Guinée équatoriale n'est pas, au regard du droit français, propriétaire de l'immeuble du 42 avenue Foch. Maître Chicaya a d'ailleurs indiqué hier que la Guinée équatoriale n'était que l'actionnaire unique des sociétés suisses copropriétaires de l'immeuble et n'en était donc pas elle-même propriétaire. D'autre part, et en tout état de cause, la question de savoir si l'immeuble du 42 avenue de Foch est un local diplomatique, au sens de la Convention de Vienne, ne dépend pas du point de savoir qui en a la propriété. Par ailleurs, la Cour n'a pas compétence pour ce qui touche au régime applicable à cet immeuble en tant que bien qui appartiendrait à l'État demandeur. Et la Cour ne peut donc pas connaître, dans le cadre de la présente instance, des questions liées à l'application de la Convention sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens de 2004, qui n'est d'ailleurs pas en vigueur. C'est par conséquent à tort que le demandeur invoque au soutien de ses demandes cette Convention de 2004, comme il l'a fait dans sa réplique et comme il l'a de nouveau hier fait par l'entremise du professeur Camteau.
La Cour n'a pas davantage compétence pour donner suite à la demande figurant en paragraphe 1.23 de la réplique, visant à ce que la Cour, je cite, « rappelle à la France qu'elle demeure soumise à l'obligation de respecter l'immunité d'exécution protégeant les biens de la Guinée équatoriale ». Cette demande concerne de nouveau la propriété des biens et leur protection en tant que biens de l'État et pas leur statut en tant que locaux diplomatiques. Une telle demande est d'ailleurs d'autant plus incongrue que dans le même paragraphe 1.23 de la réplique, la Guinée équatoriale admet expressément que la Cour ne dispose d'aucune compétence sur ce point, ce que M. Wood a de nouveau admis hier. Après avoir rappelé quel est le champ exact de la compétence de la Cour, j'en viens, Monsieur le Président, aux faits pertinents. Ceci n'appelle pas de ma part de trop longs développements, d'une part parce que la plupart des faits pertinents ont déjà été établis par la Cour dans son arrêt sur les exceptions préliminaires, d'autre part parce que la procédure en mesure conservatoire et les écritures des parties ont permis de les préciser et d'éclairer la Cour sur leur signification. Enfin, parce que mes collègues qui se succéderont à cette barre auront l'occasion de revenir plus en détail sur les faits pertinents lorsqu'ils réfuteront sur le fond les réclamations de la Guinée équatoriale. Il est utile toutefois de dissiper dès maintenant un certain nombre de confusions que les avocats du demandeur ont tenté d'introduire hier, et il importe pour ce faire de commencer par rappeler les éléments les plus essentiels de la chronologie des faits pertinents. Une présentation plus détaillée des faits pertinents se trouve dans le dossier des juges au numéro 19. Curieusement, M. Wood a fixé hier comme point de départ de la chronologie des faits pertinents les mois de septembre et octobre 2011, déconnectant ainsi totalement les faits pertinents de leur contexte d'origine. Cette manière de procéder est d'autant plus troublante que la Cour a pris soin, dans son arrêt sur la compétence, de rappeler ce contexte d'origine qui, de fait, est déterminant. Comme la Cour l'a indiqué dans son arrêt sur la compétence, une plainte a été déposée par l'association Transparency International le 2 décembre 2008, qui a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire et le 1er décembre 2010 à la nomination de 2 juges d'instruction chargés d'enquêter en particulier sur le mode de financement de biens mobiliers et immobiliers acquis en France par M. Teodoro Nguema Obiang Mangue. Dès la fin de l'année 2010, ces poursuites pénales étaient largement connues. L'arrêt du 9 novembre 2010 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, relatif à ces poursuites, ayant été largement commenté dans la presse, ainsi que dans les revues juridiques. La presse se fit en particulier l'écho du risque de mesures pénales qui pesait sur l'immeuble du 42 avenue Foch, et cela plusieurs mois avant que la Guinée équatoriale commence à s'intéresser, en septembre 2011, à la propriété de cet immeuble. L'enquête pénale a conduit à une première perquisition et à des saisies au 42 avenue Foch, les 28 septembre 2011, puis le 3 octobre 2011. Les biens saisis à cette occasion étaient tous des biens privés. La Guinée équatoriale a d'ailleurs admis, dans sa note verbale du 28 septembre 2011, que les opérations de perquisition et de saisie étaient ciblées sur la personne de M. Nguema Obiang Mangue. Et, fait tout à fait significatif, dans cette même note verbale du 28 septembre 2011, la Guinée équatoriale ne fit aucune mention d'une quelconque affectation diplomatique des locaux et n'a articulé aucun grief sur le terrain de la protection qui aurait été due à cet immeuble en tant que local diplomatique. De nouvelles perquisitions ont eu lieu au 42 avenue Foch du 14 au 23 février 2012,
Et ces perquisitions ont confirmé que l'immeuble était exclusivement utilisé à cette date à des fins privées, M. Nguema Obiang Mangue en ayant la libre disposition. Quelques mois plus tard, le 19 juillet 2012, la saisie pénale immobilière de l'immeuble a été ordonnée par l'un des juges d'instruction. À cette date, l'immeuble était toujours exclusivement utilisé à des fins privées, comme les pièces versées au dossier en attestent. En réaction à ces poursuites et mesures pénales contre des biens de nature privée, la Guinée équatoriale a adopté des positions contradictoires quant au statut de l'immeuble, position que la Cour a brièvement retracée dans son arrêt sur les exceptions préliminaires et qui ont conduit, lors des audiences sur les mesures conservatoires, deux juges de la Cour à demander à la Guinée équatoriale de clarifier sa position. Mes collègues reviendront sur les diverses incohérences qui caractérisent les allégations successives de la Guinée équatoriale sur ce point et sur le caractère infondé de ces allégations. Je me limiterai, pour ce qui me concerne, à 5 constats. Je commencerai par rappeler que la France n'a, quant à elle, jamais varié de position. Elle a dûment informé la Guinée équatoriale qu'elle ne pouvait, pour des raisons légitimes, donner suite à sa demande visant à reconnaître l'immeuble du 42 avenue Foch comme locaux de sa mission diplomatique, et elle l'a fait dès qu'elle a été saisie d'une telle demande, dans ses notes verbales du 11 octobre 2011, puis du 28 mars 2012, puis de nouveau le 6 août 2012. La Guinée équatoriale a suggéré hier que la France aurait toutefois changé de position et aurait fini par reconnaître le statut diplomatique du 42 avenue Foch. Elle a avancé 2 arguments à cet effet. Nos contradicteurs ont tout d'abord invoqué l'ordonnance en référé du tribunal de grande instance de Paris du 22 octobre 2013, ordonnance que la Guinée équatoriale avait déjà citée dans la réplique et à propos de laquelle la France a déjà présenté sa position dans la duplique. Il me suffira de rappeler ici que dans cette affaire, la Guinée équatoriale avait omis d'informer le tribunal de la position française quant au statut du 42 avenue Foch et que les services compétents du ministère des Affaires étrangères n'ont pas été consultés par le tribunal. Dès lors, la position prise par ce tribunal, qui plus est dans le cadre d'une procédure d'urgence, n'était de toute évidence pas pleinement informée. Nos contradicteurs ont ensuite invoqué 4 lettres que certains services du ministère français des Affaires étrangères ont adressées par erreur au 42 avenue Foch. De nouveau, ces documents ne permettent pas de dire que les autorités compétentes de la France auraient changé de position quant à l'absence de statut diplomatique du 42 avenue Foch. D'une part, ces 4 lettres ont été envoyées en 2019, soit bien après la naissance du présent différend, après votre ordonnance en mesure conservatoire et même après votre arrêt sur la compétence. Or, la France a toujours fermement maintenu, y compris devant la Cour, sa position juridique selon laquelle l'immeuble du 42 avenue Foch ne possède pas de statut diplomatique, et la simple lecture de ces quelques lettres montre de toute évidence qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier la position de la France sur la question en litige devant la Cour. D'autre part, et en tout état de cause, ces lettres n'émanent pas du service du protocole. Or, c'est ce service qui est désigné par les textes applicables comme étant le service compétent au sein du ministère des Affaires étrangères pour connaître des questions liées aux locaux diplomatiques de pays étrangers. Et comme la France l'a rappelé dans sa duplique, le service du protocole n'a jamais reconnu le 42 avenue Foch comme locaux diplomatiques de la Guinée équatoriale et continue d'adresser ses courriers à la mission diplomatique de la Guinée équatoriale
à l'adresse du 29 boulevard de Courcelles, adresse à laquelle les locaux diplomatiques de la Guinée équatoriale ont été établis depuis le 29 mars 2001. J'en viens à mon deuxième constat. Celui-ci concerne une importante pièce du dossier, la note verbale du 27 juillet 2012. Contrairement à ce que l'État demandeur a affirmé dans son mémoire, la note verbale du 27 juillet 2012, envoyée par la Guinée équatoriale, indique explicitement que ce ne serait finalement qu'à partir de cette date, le 27 juillet 2012, et pas avant, que ces services diplomatiques auraient été établis au 42 avenue Foch. Le 27 juillet 2012 et par conséquent après la désignation des juges instructeurs, après les perquisitions et saisies de l'automne 2011, après les perquisitions et saisies de février 2012 et après la saisie pénale immobilière de l'immeuble, soit après les mesures aujourd'hui contestées par le demandeur sur le fondement de l'article 22 de la Convention de Vienne. Il est tout à fait remarquable que nos contradicteurs n'aient pas mentionné une seule fois hier cette note verbale du 27 juillet 2012, laquelle contredit de manière flagrante leurs allégations. Troisième constat. La Guinée équatoriale en est venue au fil de la procédure à accepter en grande partie les faits tels qu'exposés par la France depuis le début de la présente affaire. Tout à fait importante ici est la concession faite par la Guinée équatoriale dans sa réplique. Contrairement à ce qu'elle a pu affirmer ailleurs, à répétition dans ses écritures, à savoir qu'à partir du 15 septembre 2011, l'immeuble du 42 avenue Foch n'était plus une résidence privée et aurait, je cite, été affecté exclusivement aux fins de la mission diplomatique, la partie demanderesse concède dans la réplique que les biens qui ont été saisis au 42 avenue Foch en 2011 ainsi qu'en 2012 n'étaient pas utilisés à des fins diplomatiques. Cela confirme que cet immeuble était toujours une résidence relevant du domaine privé et du droit commun lorsqu'ont eu lieu les perquisitions et saisies que la Guinée équatoriale prétend aujourd'hui constituer une violation de l'article 22 de la Convention de Vienne. Quatrième constat. La Guinée équatoriale a soutenu à plusieurs reprises, et y compris encore hier, que les faits constatés par les magistrats français, en particulier en ce qui concerne l'utilisation à des fins exclusivement privées de l'immeuble du 42 avenue Foch, ne devraient pas être acceptés par votre Cour. La Guinée équatoriale n'apporte cependant aucun début de preuve permettant d'établir que les constatations opérées par les autorités judiciaires françaises sur la base des mesures d'enquête et d'instruction qui ont été réalisées seraient erronées. À défaut de preuves contraires, les constatations des magistrats français, qui sont, pour reprendre les termes de la Cour, dans un contexte similaire, rompus à l'examen et à l'appréciation de grandes quantités d'informations factuelles et qui travaillent en toute indépendance, ont évidemment une grande force probante devant la Cour. Ces constatations établissent clairement l'absence d'utilisation à des fins diplomatiques du 42 avenue Foch au moment où ont été prises les mesures pénales aujourd'hui contestées par la Guinée équatoriale. M. Wood a accusé hier les tribunaux français de manquer d'impartialité et d'indépendance, sans apporter cependant la moindre preuve à l'appui de ces graves accusations. Tout aussi gratuite est l'allégation de Maître Evry et de M. Wood, selon laquelle le ministère des Affaires étrangères aurait transmis aux magistrats français des informations erronées qui auraient induit en erreur les juges français.
Le service du protocole du ministère ne fait que répondre aux demandes d'information émanant de l'autorité judiciaire sur la base des éléments à sa disposition, et par ailleurs, il n'y avait rien d'erroné dans les réponses qui ont été apportées en l'espèce. Les constats factuels sur la base desquels les tribunaux français se sont finalement prononcés en toute indépendance sont venus en effet confirmer, comme la motivation de leur décision en atteste, qu'au moment où les mesures dont la Guinée équatoriale se plaint aujourd'hui ont été prises, l'immeuble du 42 avenue Foch était utilisé à des fins exclusivement privées. Cinquième et dernier constat, les autres allégations factuelles de la Guinée équatoriale sur lesquelles reposent ces prétentions ne sont toujours pas étayées par le moindre commencement de preuve. En particulier, la Guinée équatoriale n'a toujours pas apporté le moindre début de preuve au soutien de l'allégation suivant laquelle, dans les années précédant le mois de septembre 2011, elle aurait utilisé à des fins diplomatiques l'immeuble appartenant à M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, de l'allégation suivant laquelle elle aurait eu l'intention, avant le 4 octobre 2011, d'utiliser l'immeuble du 42 avenue Foch aux fins de sa mission diplomatique, ou de l'allégation selon laquelle, entre septembre 2011 et juillet 2012, la partie demanderesse aurait progressivement déménagé les services de son ambassade au 42 avenue Foch et aurait commencé à y faire opérer ses services consulaires de comptabilité et d'administration. Aucun élément, je le répète, aucun élément n'a été soumis par le demandeur au soutien de ces différentes allégations. Mesdames et messieurs de la Cour, ceci conclut mon exposé sur l'objet du différend et les faits pertinents. Je vous remercie bien vivement de votre aimable attention et je vous serai très reconnaissant, Monsieur le Président, d'appeler à cette barre le professeur Bodo Livinec, qui montrera que la France n'a aucunement violé la Convention de 1961 en la présente espèce. Je remercie le professeur Forteau pour son exposé. J'invite maintenant le professeur Bodo Livinec à prendre la parole. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, c'est un grand honneur de paraître aujourd'hui devant votre cour au nom de la République française. Le professeur Forteau vient de décrire les limites précises auxquelles le différend que la Guinée équatoriale a soumis à la Cour en 2016 est réduit. Celui-ci comporte deux branches, dont la seconde est arrimée à la première. Pour reprendre les termes de votre arrêt sur les exceptions préliminaires, le différend a d'abord trait au statut de l'immeuble 6 au 42 avenue Foch à Paris en tant que locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Il porte ensuite sur le traitement que la France aurait par conséquent dû accorder à ces locaux, selon le demandeur, sur le fondement de l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. C'est dans ce cadre précis qu'il appartient à ma collègue Madame Grange et à moi-même de montrer que la France n'a commis aucune des violations de la Convention de Vienne que la Guinée équatoriale allègue et a encore égrené hier. Ces allégations, quelles sont-elles? La Guinée équatoriale a tergiversé sur ce point. Dans les conclusions de sa réplique, elle évoquait les violations supposées de la Convention de Vienne avant la reconnaissance du statut de local de la mission diplomatique à l'immeuble du 42 avenue Foch. Désormais, elle se range à une vision plus ordonnée du différend, tel qu'il résulte de votre arrêt du 6 juin 2018. Je me permets de citer les propos qu'a tenus hier le professeur Canto sur ce qui constitue désormais le cœur du litige. La question que la Cour est appelée à trancher est celle de savoir si l'immeuble en question
constituent les locaux de la mission de la Guinée équatoriale au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, et si oui, si la France n'a pas respecté l'inviolabilité de cet immeuble en tant que locaux de la mission de cet État et, par suite, a violé ses obligations au titre de la Convention de Vienne précitée. Fin de citation. Nous pouvons souscrire sans peine à cette présentation. Il y a en effet une articulation logique évidente entre le statut de l'immeuble et le régime juridique qui pourrait éventuellement s'y appliquer. À l'évidence, la France n'a pas pu violer ses obligations au titre de la Convention de Vienne si le bâtiment en question était dépourvu de statut diplomatique lorsqu'il a fait l'objet des mesures contestées par la Guinée équatoriale. Or, comme je vais m'attacher à l'expliquer, le régime d'inviolabilité prévu par la Convention de Vienne ne saurait être opposable à l'État accréditaire sur le seul fondement des desiderata soudains de l'État accréditant, en admettant même que celui-ci puisse montrer, ce qu'il n'a pas fait en l'occurrence, que l'immeuble considéré serait effectivement affecté à un usage diplomatique. Dans un second temps, ma collègue, Madame Maryline Grange, rappellera que la France n'a, en tout état de cause, commis aucune violation de l'article 22 de la Convention de Vienne au préjudice de la Guinée équatoriale. J'aborde donc la question préalable qui se pose en l'espèce, celle de la qualification de l'immeuble du 42 avenue Foch comme locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale à Paris, au sens qu'ont ces termes dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Conformément à l'objet et au but de ce traité essentiel au bon déroulement des relations pacifiques entre les États, le choix d'un local particulier dans lequel établir la mission diplomatique d'un État accréditant sur le territoire de l'État accréditaire doit s'effectuer sur une base consensuelle, c'est-à-dire au moins avec l'assentiment ou l'absence d'opposition de l'État accréditaire. Cette base a fait entièrement défaut en l'espèce. Par ailleurs, à supposer même, au non, qu'un tel consentement ne soit pas nécessaire, les conditions n'étaient pas réunies pour que la France traite l'immeuble comme un local diplomatique, puisque celui-ci n'était de toute manière pas utilisé aux fins de la mission au sens de la Convention. Monsieur le Président, j'en viens donc au premier point, afin de rappeler qu'aucune disposition ou interprétation de la Convention de Vienne ne permettait à la Guinée équatoriale d'imposer unilatéralement à la France la désignation de l'immeuble du 42 avenue Foch comme local de sa mission diplomatique. Depuis le début de la procédure devant la Cour, la partie demanderesse a beaucoup varié sur ce point, au moins dans la présentation formelle d'un droit qu'elle revendique à son seul bénéfice. Je me permets de rappeler brièvement les principales étapes de cette évolution, à la fois parce qu'elles illustrent les excès dont la Guinée équatoriale est capable dans l'utilisation des moyens de droit, mais aussi parce qu'elles soulignent la seule et unique fin que le demandeur poursuit: la reconnaissance d'un privilège de désignation unilatérale de ses locaux diplomatiques par l'État accréditant, auquel l'État accréditaire n'aurait d'autre choix que de se plier. La première présentation par le demandeur du droit prétendument applicable sur ce point figure dans la réponse que celui-ci a faite à la question que Madame la juge Donoghue lui a posée en octobre 2016. La Guinée équatoriale y a fait valoir, je cite,
que le régime de la Convention de Vienne, quant à ce qui concerne le statut de locaux d'une mission diplomatique, était un régime déclaratif. Fin de citation. Par la suite, elle s'est avancée plus loin encore, en précisant que, selon ce régime déclaratif, les locaux des services diplomatiques sont ceux qui sont désignés comme tels par l'État accréditant à l'État accréditaire, sans qu'un processus de reconnaissance soit nécessaire. Elle est même allée jusqu'à évoquer, je cite encore, une forme d'autodéfinition par l'État accréditant des locaux de sa mission diplomatique, en soutenant que la notification qu'elle avait adressée au ministère des Affaires étrangères de la République française le 4 octobre 2011, au sujet du caractère prétendument diplomatique du 42 avenue Foch, cette notification ne l'avait été que par simple courtoisie. Désormais, le demandeur ne soutient plus une thèse aussi radicale, et pour tout dire incongrue, au moins de façon explicite. Hier, il a repris l'approche déjà mise en exergue dans sa réplique, quoique dans des termes différents. Rien n'a été dit, par exemple, du régime déclaratif précédemment invoqué. De même, la Guinée équatoriale n'évoque plus, autrement que de manière lapidaire, la présomption de validité dont devraient bénéficier les revendications du caractère diplomatique des biens par l'État accréditant. Il est vrai que le demandeur n'était pas parvenu à expliciter clairement les faits juridiques devant s'attacher à une telle présomption. Soit elle était irréfragable, et elle ne constituait en réalité qu'un déguisement maladroit de la théorie de l'autodéfinition déclarative, soit elle pouvait être renversée, et il aurait fallu logiquement en conclure que la Convention de Vienne n'établit donc aucun droit de l'État accréditant d'imposer unilatéralement le choix de ses locaux diplomatiques, ni d'obligation corrélative à la charge de l'État accréditaire d'entériner un tel choix. Telle qu'elle a été présentée hier, la thèse de la Guinée équatoriale peut être résumée comme suit. Je cite la Guinée équatoriale. Conformément à la Convention de Vienne, pour qu'un immeuble acquiert la qualité de locaux de la mission, il suffit que l'État accréditant affecte l'immeuble aux fins de sa mission diplomatique. Fin de citation. Cette affectation se matérialise purement et simplement par la désignation des locaux concernés par l'État accréditant à l'État accréditaire. Pour reprendre les termes employés hier, la désignation des locaux de sa mission par l'État accréditant est concluante. La notification, qui relevait auparavant de la simple courtoisie, est dorénavant admise comme nécessaire pour que l'État accréditaire puisse s'acquitter de ses obligations. Toutefois, selon ce que s'empresse de préciser le demandeur, la Convention ne contient aucune exigence d'obtenir le consentement de l'État accréditaire. Au-delà des oscillations terminologiques, rien n'a véritablement changé sur le fond de la thèse que défend la Guinée équatoriale. L'unilatéralisme domine toujours le processus par lequel un immeuble devrait être identifié et reconnu comme faisant partie des locaux d'une mission diplomatique. La Guinée équatoriale ne s'en est d'ailleurs pas cachée hier, lorsqu'elle a, par la voix de son Conseil, soutenu que le point de départ de la protection des locaux de la mission ne tient pas compte du consentement
de l'État accréditaire. Les conséquences d'un tel raisonnement pour la présente espèce sont assez vertigineuses. Il faudrait ainsi accepter qu'à réception de la note verbale du 4 octobre 2011, par laquelle la Guinée équatoriale affirmait qu'elle disposait depuis plusieurs années d'un immeuble situé au 42 avenue Foch, Paris 16e, qu'elle utilise pour l'accomplissement des fonctions de sa mission diplomatique. À réception de cette note, donc, le ministère français des Affaires étrangères n'aurait eu d'autre possibilité que d'entériner le statut diplomatique de cet immeuble et de lui étendre le régime d'inviolabilité y afférent. Dès le 4 octobre 2011, la France aurait ainsi dû accorder à l'immeuble du 42 avenue Foch l'ensemble des mesures protectrices énoncées à l'article 22 de la Convention de Vienne, ainsi que le bénéfice de l'exemption fiscale prévue à l'article 23 de celle-ci. Pour apprécier la valeur d'une telle conclusion, il n'est sans doute pas inutile de relire l'article 1er de la Convention de Vienne, qui comporte une définition de l'expression « locaux de la mission » dans le cadre de ce traité. Selon l'alinéa I, l'expression « locaux de la mission » s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission. La France a déjà rappelé dans ses écritures l'historique, qui est au demeurant limité, de cette disposition qui ne figurait pas dans le projet adopté par la Commission du droit international en 1958 et qui fut ajouté lors de la conférence de Vienne au titre d'une définition à simple fin descriptive. Ni cet alinéa, ni aucun autre article de la Convention n'aborde expressément la question de savoir à partir de quel moment, jusqu'à quand et par quel processus un immeuble donné acquiert ou perd un statut diplomatique. Comme le relève Madame la professeure Eileen Denza, a question which cannot be clearly resolved from the text of the Convention or from the travaux préparatoires is when the inviolability of mission premises begins and ends. La Guinée équatoriale relève également le silence de la Convention sur cette question pourtant essentielle puisqu'elle commande la mise en œuvre du régime d'inviolabilité énoncé à l'article 22 de la Convention. Elle en tire cependant des conclusions pour le moins surprenantes. Je me permets de citer les propos du professeur Canto sur la question des rôles respectifs de l'État accréditant et de l'État accréditaire quant à la désignation des locaux utilisés aux fins de la mission diplomatique. Selon lui, ce rôle revient, au regard du texte, du contexte, de l'objet et du but de la Convention, et surtout en l'absence de toute autre règle d'application générale et non discriminatoire imposée par la France dans le respect du droit international, à l'État accréditant. Fin de citation. Pour des raisons que je vais exposer dans un instant, la France a une perception fort différente des rôles dévolus à l'État accréditant et à l'État accréditaire dans le choix des immeubles en tant que locaux de la mission du premier sur le territoire du second. Mais il importe auparavant de dissiper deux confusions que le demandeur a cherché à entretenir hier. La première tend à laisser croire que la France épouserait habituellement la thèse soutenue par la Guinée équatoriale. Pour vous en convaincre, celle-ci a cité un passage du contre-mémoire dans lequel la France indique, je
nous cite, que la notification officielle est préalable par l'État accréditant de son intention d'affecter des locaux au service de la mission suffit généralement au ministère pour leur reconnaître le bénéfice du régime de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Fin de citation. Mais mon collègue, de l'autre côté de la barre, aurait dû poursuivre la lecture. Voici la suite du paragraphe. Dans ces cas de figure très ordinaires, l'absence d'opposition expresse des autorités compétentes en France vaut en effet reconnaissance du caractère diplomatique de l'immeuble désigné. Fin de citation. Autant dire que l'État accréditaire, de notre point de vue, possède le droit de s'opposer à la notification de l'État accréditant, et c'est certainement le cas dans les circonstances très peu ordinaires où celui-ci cherche à faire bénéficier du régime de l'inviolabilité diplomatique un immeuble faisant l'objet au même moment de procédures pénales. La seconde confusion entretenue hier par le demandeur concerne l'attitude adoptée en octobre 2011 par les autorités françaises. Selon lui, celles-ci auraient opposé à la Guinée équatoriale leur refus de reconnaître à l'immeuble 6 au 42 avenue Foch le statut de locaux d'une mission diplomatique sans aucune concertation avec l'État accréditant et de manière parfaitement arbitraire. Je reviendrai tout à l'heure sur ces accusations graves et parfaitement infondées d'un traitement arbitraire ou discriminatoire. À ce stade, je relèverai simplement que la Guinée équatoriale n'a à aucun moment, dans ces quelques jours critiques, dans ces quelques jours qu'elle présente comme critiques, appelé à une quelconque concertation ou autre discussion. Dans la longue lettre que l'ambassadeur de la République de Guinée équatoriale à Paris a remise au ministre français des Affaires étrangères le 28 septembre 2011 pour condamner les opérations de perquisition et de saisie ciblées sur la personne de M. Obiang Nguema, il n'est à aucun moment fait état de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en tant que cadre juridique potentiellement applicable à un tel dialogue. L'ambassadeur se borne étrangement à évoquer l'accord sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements signé entre les deux États le 3 mars 1982. Comme elle le faisait d'ailleurs déjà dans cette lettre, la Guinée équatoriale a évoqué hier des règles d'application générale dont elle s'est gardée de préciser la teneur et la portée exacte. Le régime juridique réservé aux immeubles diplomatiques est marqué, faut-il le rappeler, par la grande liberté laissée à l'État accréditant dans leur usage, étant entendu, comme le précise l'article 41, paragraphe 3 de la Convention, que les locaux de la mission ne seront pas utilisés d'une manière incompatible avec les fonctions de la mission. Parallèlement, l'État accréditaire voit l'étendue de ses prérogatives et de ses compétences de droit commun considérablement limitée au regard de sa souveraineté territoriale, puisqu'il lui incombe, au titre de l'article 22, de garantir à tout moment l'inviolabilité de la mission. Ainsi, il ne fait aucun doute que c'est la compétence territoriale habituelle de l'État accréditaire qui se trouve restreinte et encadrée par l'attribution d'un statut diplomatique à un immeuble donné. Or, selon le fameux dictum de votre devancière, les limitations de l'indépendance des États ne se présument pas. Et cela vaut à plus forte raison lorsque la souveraineté territoriale est en cause. Pour qu'un État accréditant
puisse s'obtenir au bénéfice d'un immeuble particulier, le régime de l'inviolabilité diplomatique, il ne peut donc en aucun cas imposer ses desiderata à l'État accréditaire, lequel doit rester maître des limitations auxquelles il consent. Pour qu'un tel système fonctionne, en effet, il doit nécessairement reposer sur la confiance mutuelle et l'assentiment des parties. Le consentement mutuel, sur lequel l'article 2 fait reposer l'établissement même des relations diplomatiques, inspire l'ensemble de la Convention. Prétendre qu'un État accréditant pourrait, par simple notification, imposer à l'État accréditaire de protéger n'importe quel local ainsi désigné sans que celui-ci puisse vérifier le bien-fondé de cet acte d'autorité sur son territoire et éventuellement le contester, défie le sens commun. Comme le souligne le professeur Salmon, je le cite, « Si la mission possède le droit d'opérer une qualification de ce qu'elle considère comme des locaux utilisés aux fins de la mission, cette qualification n'est que provisoire et unilatérale, et l'État accréditaire, éventuellement en position de force pour refuser les autorisations nécessaires, peut la contester. Il faut rechercher l'accord. À défaut, il nous semble qu'ici aussi, le dernier mot doit appartenir à l'État accréditaire. » Fin de citation. D'autres articles de la Convention confirment d'ailleurs ce primat du consentement dans le choix des immeubles destinés à un usage diplomatique. La Guinée équatoriale y a fait allusivement référence hier en renvoyant à une note de bas de page. Sur ce point, elle dit à la fois trop et pas assez. Trop, parce qu'elle laisse entendre que ces dispositions épuiseraient à elles seules l'exigence du consentement qui est sous-jacente à l'ensemble de la Convention. Pas assez, parce qu'elle omet de préciser que certains des exemples donnés corroborent la position française. L'article 12 de la Convention est particulièrement éclairant sur ce point, même si la Guinée équatoriale s'obstine à vouloir en déformer le sens. Il se lit comme suit. L'État accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l'État accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans d'autres localités que celles où la mission elle-même est établie. Dans sa réplique, la Guinée équatoriale a soutenu que la situation couverte par l'article 12 serait la seule où le consentement de l'État accréditaire est nécessaire. Mais cette disposition exige le consentement exprès, ce qui est tout à fait compréhensible d'ailleurs lorsque l'État accréditant souhaite établir des locaux diplomatiques en dehors de la capitale de l'État d'accueil. Elle n'induit évidemment pas que dans des circonstances ordinaires, ce consentement serait inutile. Elle sous-entend simplement que, dans cette situation normale, le consentement, toujours indispensable, peut prendre une forme plus souple, celle d'un assentiment ou d'une approbation tacite notamment. La pratique des États vient encore conforter, s'il en est besoin, cette évidence de la nécessité du consentement. Au demeurant, c'est exactement cette exigence qu'illustre la conclusion entre la Guinée équatoriale et la France du protocole du 23 mai 1990 relatif à la construction d'immeubles destinés à assurer le logement des personnels de coopération, évoqué hier par l'agent de la Guinée équatoriale. Les mots qu'il a employés pour décrire l'objet de cet accord sont d'ailleurs éloquents. La Guinée équatoriale a offert de bonne foi à la France plusieurs terrains au libre choix des Français, l'un pour installer leurs locaux diplomatiques à Malabo
et l'autre pour installer son consulat ou bureau de coopération dans la ville de Bata. Fin de citation. C'est donc, en l'occurrence, la Guinée équatoriale, en tant qu'État accréditaire, qui a encadré le choix de la France, État accréditant. Dans ses écritures, la France a fourni de nombreux exemples d'États partis à la Convention de Vienne qui subordonnent l'établissement de locaux diplomatiques d'États étrangers sur leur territoire à un système de contrôle et d'acceptation de leur part, et la Guinée équatoriale a elle-même évoqué ces cas. Il n'est pas nécessaire d'y revenir, si ce n'est pour souligner que de telles pratiques, à la connaissance de la France, n'ont jamais, j'y insiste, jamais, été contestées au regard de la Convention. Elles corroborent la possibilité pour l'État accrédité d'exercer un droit de regard sur la désignation des locaux effectués par l'État accréditant, ne serait-ce que pour vérifier que les conditions permettant de garantir l'inviolabilité de l'immeuble considéré sont réunies, en fait, comme en droit. Ces pratiques nationales apportent un démenti clair à la thèse déclarative ou à celle de la désignation échafaudée par la Guinée équatoriale. Les modalités variables du consentement importent moins que la nécessité de celui-ci. Je me permets de citer une nouvelle fois Madame Denza. In states where no specific domestic legal framework controls the acquisition or disposal of mission premises, the definition of Article 1I falls to be applied by agreement between sending and receiving state. La France a agi sans aucune ambiguïté en l'espèce. Dès le 11 octobre 2011, 7 jours seulement après avoir reçu la première notification de la prétendue affectation diplomatique de l'immeuble du 42 avenue Foch, elle a signifié à la Guinée équatoriale qu'elle ne pouvait accepter cette désignation. Elle n'a jamais varié depuis lors. Le comportement des autorités françaises en l'espèce n'a donc à aucun moment pu créer une situation d'incertitude et de précarité comme cela a été allégué hier. Il n'a pas davantage eu un caractère arbitraire et contraire à la Convention. S'il est d'ailleurs un comportement arbitraire et contraire à l'esprit de la Convention, c'est bien celui qui consiste à vouloir imposer à l'État accréditaire un régime d'inviolabilité visant uniquement à préserver un immeuble donné d'une procédure pénale dont la Guinée équatoriale était parfaitement informée. Contrairement à ce que la Guinée équatoriale veut faire croire, la pratique suivie par la France est ancienne et constante. La partie demanderesse ne pouvait l'ignorer en 2011, puisque le service du protocole la lui avait déjà signifiée en 2002, en réaction à la demande d'exonération des droits d'enregistrement relatifs à l'acquisition des locaux du 29 boulevard de Courcelles. Le service du protocole avait alors rappelé que, je le cite, le caractère officiel de ces locaux avait été reconnu à compter du 29 mars 2001, tout en soulignant que l'exonération pourrait être remise en cause si l'engagement d'affectation des locaux n'était pas respecté. Cette même pratique a encore récemment été appliquée à d'autres États accréditants sur le sol français, comme en témoignent les exemples donnés dans le contre-mémoire. La France était donc parfaitement dans son droit lorsqu'elle a signifié à la Guinée équatoriale, dans un délai plus que raisonnable, qu'elle ne pouvait faire suite à sa demande visant à étendre à l'immeuble du 42 avenue Foch le bénéfice de l'inviolabilité diplomatique. Les termes de la note verbale du 11 octobre 2011 méritent d'être lus encore une fois, même s'ils sont désormais bien connus. Le passage pertinent se lit comme suit. Le protocole rappelle que l'immeuble 642 avenue Foch
ne fait pas partie des locaux relevant de la mission diplomatique de la République de Guinée équatoriale, il relève du domaine privé et de ce fait du droit commun. Le protocole est donc au regret de ne pouvoir faire droit à la demande de l'ambassade. Hier, la Guinée équatoriale a fait plusieurs fois référence à cette mention du domaine privé qu'elle a présentée comme un mantra, lequel serait patently false. Elle considère que cette mention constitue, je la cite, le fondement erroné, fin de citation, de la réponse du protocole et des perquisitions de février 2012. Mais il ne s'agit pas ici d'un fondement au sens juridique du terme. L'appartenance au domaine privé est à l'inverse la conséquence de l'absence de statut diplomatique. Et cette mention n'a rien non plus qui soit erroné. Ce qu'il est assurément est d'entretenir une confusion entre propriété privée et domaine privé, comme la Guinée équatoriale l'a fait dans sa réplique et encore hier. Dans son sens ordinaire, la référence au domaine privé se rapporte à la seule considération ici pertinente, celle de savoir si l'immeuble est utilisé à titre privé et doit dès lors continuer de relever du droit commun ou s'il fait l'objet d'un usage à des fins diplomatiques. La propriété, publique ou privée, de l'immeuble est indifférente à cet égard. En conclusion sur ce premier point, la Guinée équatoriale n'avait aucun droit d'imposer unilatéralement à la France, par l'effet d'une notification impromptue, de reconnaître le caractère soi-disant diplomatique de l'immeuble du 42 avenue Foch. Pour des raisons qu'elle a explicitées à plusieurs reprises, la France a refusé expressément de procéder à cette reconnaissance. L'immeuble du 42 avenue Foch n'a donc jamais eu de statut diplomatique et n'est pas couvert par le régime d'inviolabilité de l'article 22 de la Convention. À elle seule, cette conclusion suffit à écarter l'ensemble des griefs que la Guinée équatoriale fait à la France sur le fondement de la Convention de Vienne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, dans les circonstances très particulières de la présente espèce, circonstances dont le professeur Pellet rappellera tout à l'heure qu'elles trahissent le comportement manifestement abusif de la Guinée équatoriale, il n'est sans doute pas inutile de poursuivre brièvement la réflexion, ce qui fera l'objet du second point de ma présentation ce matin. Qu'en irait-il si la thèse déclarative, ou si l'on veut celle de la désignation, avancée par la Guinée équatoriale était fondée? Plus précisément, à quelles conditions la notification du caractère diplomatique de l'immeuble du 42 avenue Foch aurait-elle été opposable à la France si le consentement de celle-ci n'était pas nécessaire? Il s'agit bien évidemment d'une pure hypothèse, mais elle n'a rien d'anodin. Si la notification était opposable sans aucune condition, et dès lors que la propriété de l'immeuble n'a pas d'importance au regard de la Convention de Vienne, un État accréditant pourrait à tout moment annoncer s'établir n'importe où, sans que l'État accréditaire ne puisse rien y redire. La réponse à cette question se trouve à l'article 1er, alinéa I de la Convention, que je me permets donc de projeter de nouveau. L'expression « locaux de la mission » s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission. Les termes employés sont clairs et ne souffrent d'aucune ambiguïté. Sont uniquement visés les bâtiments utilisés aux fins de la mission, non pas désignés ou choisis. Le sens ordinaire de ce verbe est clair. Peut-être pourrait-on objecter que le terme utilisé a parfois un sens large et indéterminé en français. Mais c'est bien son sens premier qui est ici visé, tel qu'il est défini dans le dictionnaire de la langue française, celui de rendre utile, faire servir à une fin précise. La version anglaise le confirme encore en retenant spécifiquement le verbe used plutôt que designated or notified. Dès lors, pour que l'hôtel particulier du 42 avenue Foch puisse être considéré
comme faisant partie des locaux de la mission de la Guinée équatoriale à Paris, il aurait fallu qu'il soit, au moment de la notification, supposé même que celle-ci ne soit pas soumise au consentement de l'État accréditaire, effectivement assigné aux fonctions assumées par les missions diplomatiques telles que celles-ci sont décrites à l'article 3, paragraphe 1er de la Convention. L'affectation réelle d'un immeuble à une fonction diplomatique conditionne ainsi son statut et le régime d'inviolabilité qui y est associé. La France, comme elle l'a rappelé dans ses écritures, suit cette pratique avec constance depuis fort longtemps. En l'occurrence, l'immeuble du 42 avenue Foch ne pouvait manifestement pas être considéré comme étant affecté aux fonctions de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France lorsqu'il a fait l'objet des mesures de perquisition et de saisie évoquées dans la requête. Paradoxalement, ce constat peut être fait sur la base des notes verbales que l'ambassade de Guinée équatoriale a elle-même adressées au service du protocole dans la période considérée. Et ce, même si l'on retenait une conception souple du critère de l'affectation réelle, incluant par exemple des travaux d'aménagement concrets et documentés. Les circonstances pour le moins chaotiques, dans lesquelles la Guinée équatoriale a prétendu que l'immeuble du 42 avenue Foch faisait partie des locaux de sa mission, sont connues. Je ne rappelle ici que les éléments les plus saillants. Dans la note verbale du 4 octobre 2011, l'Assemblée de Guinée équatoriale indique qu'elle dispose depuis plusieurs années d'un immeuble situé au 42 avenue Foch qu'elle utilise pour l'accomplissement des fonctions de sa mission sans qu'elle ne l'ait jamais formalisé expressément auprès du service du protocole jusqu'à ce jour. Ces termes sont directement contredits par ceux que la mission équato-guinéenne emploiera le 27 juillet 2012 dans une note verbale passée sous silence hier pour signifier que, je cite, les services de l'ambassade sont, à partir du 27 juillet 2012, installés à l'adresse 642 avenue Foch, immeuble qu'elle utilise désormais pour l'accomplissement des fonctions de sa mission diplomatique. Entre-temps, le 15 février 2012, la Guinée équatoriale avait sollicité une protection policière pour des officiels en provenance de Malabo et souhaitant se rendre à la propriété du gouvernement de la Guinée équatoriale au 42 avenue Foch à Paris et non au siège de sa mission diplomatique. Il s'agissait, du moins selon ce que le demandeur a indiqué à votre cour, de superviser la préparation de l'occupation effective de l'immeuble acquis pour servir de locaux de la mission diplomatique. Fin de citation. Autant dire qu'à cette date, il n'y avait ni affectation réelle, ni même préparatif concret d'une telle affectation. Il est dès lors facile de comprendre pourquoi le service du protocole a, dès le 11 octobre 2011, fait valoir que cet immeuble relevait en réalité du domaine privé et du droit commun. Contrairement à ce qu'allègue la Guinée équatoriale, il n'y a eu ici aucun traitement discriminatoire. Hier, la Guinée équatoriale a semblé faire grand cas de cette question en évoquant à plusieurs reprises l'article 47, paragraphe 1er de la Convention, lequel prévoit qu'en appliquant les dispositions de la présente Convention, l'État accréditaire ne fera pas de discrimination entre les États. À dire vrai, il est difficile de saisir ce que le demandeur entend tirer de l'invocation de cette disposition. S'agit-il, comme l'a avancé le professeur Camteau, d'une violation particulière de la Convention de Vienne, mais ce serait alors une conclusion nouvelle qui ne figurait ni dans la requête, ni dans le mémoire, ni dans la réplique de la Guinée équatoriale. Ou s'agit-il, comme l'a suggéré Sir Michael Wood, d'un simple cadre contextuel d'interprétation des articles 1er et 22 de la Convention? Mais alors, il faudrait à tout le moins que la Guinée équatoriale apporte des preuves à l'appui des graves accusations qu'elle profère. Elle n'en fournit aucune. Et comment le pourrait-elle d'ailleurs? Pour prouver l'existence d'un traitement discriminatoire dans les mises en œuvre des articles 1er et 22, il faudrait montrer que la France, confrontée à une revendication équivalente à celle de la Guinée équatoriale, y aurait répondu d'une façon différente et sans que cette différence puisse être justifiée en droit. En réalité, comme l'a souligné M. Alabrune, aucun État accréditant ne s'est jamais comporté en France comme la Guinée équatoriale l'a fait à la suite des perquisitions des 28 septembre et 3 octobre 2011, en posant précipitamment des affichettes
pour exiger le bénéfice immédiat du régime d'inviolabilité de la Convention, en passant outre ensuite au refus opposé par la France, et ce, alors même que le demandeur savait pertinemment que l'immeuble du 42 avenue Foch était affecté à des fins privées et faisait l'objet de mesures pénales. Cette dernière circonstance est essentielle. En tant qu'État accréditaire, ayant donc la responsabilité d'assurer l'inviolabilité des locaux des missions diplomatiques présentes sur son territoire, la France n'aurait jamais pu accepter, et a en l'occurrence toujours refusé, qu'un immeuble soumis à une procédure pénale puisse en être soustrait grâce au secours artificiel de la Convention de Vienne. Ce régime d'inviolabilité diplomatique, l'immeuble du 42 avenue Foch n'a pu, à aucun moment, en bénéficier. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu me prêter. Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir appeler à la barre Madame Grange qui poursuivra la présentation des arguments de la France, à moins que vous jugiez opportun de faire une pause maintenant, mais je vous en laisse. Je remercie le professeur Budel-Livenik pour son exposé. Et avant d'inviter l'intervenant suivant à la barre, la Cour observera une pause de 15 minutes. L'audience est suspendue.